Réveillée par l'excitation d'une nouvelle aventure, à 6 heures du matin, j'étais prête bien avant le départ du bus. Il était de toute façon hors de question de rater le seul bus partant de la capitale pour aller marcher. C'est Bosco, Sydney et moi. J'ai rencontré Sydney à Porto Santo. Il navigue sur un autre bateau et voulait visiter Madère, donc je l'ai embarqué en direction de Funchal. C'est un jeune néerlandais très sympathique, un super compagnon d'aventure. On attend le bus dans un festival de pots d'échappement. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas senti la sueur humaine et la transpiration malsaine des voitures. J'ai hâte de quitter cet univers fou. Le bus arrive, c'est parti pour 3 heures de climatisation. Les montagnes de Madère sont absolument incroyables. Le dénivelé est énorme. Toutes les 30 minutes, nous passons de 25 à 5 degrés. La moyenne altitude des montagnes doit être autour de 1500 mètres. La végétation est intense. Cette île est un mélange de plusieurs endroits sur Terre. On se croirait en Asie, en Australie, dans le Pacifique. La flore est tellement diverse et dense, c'est indescriptible toute cette richesse naturelle. Les fleurs explosent de partout. Les eucalyptus atteignent 50 mètres de haut. Le contraste avec la plus vieille île de Porto Santo est total. Tout est vert, les nuages sont retenus par les pics montagneux. L'île paraît immense tellement les dénivelés sont importants. Superbement vert, les nuages restent accrochés au sommet, faisant de cette île un paradis botanique. On a traversé l'île du sud au nord, nous voici à Sao Vicente. C'est parti, chaleur harassante, sac trop lourd parce que mal équipé. On est trop heureux d'entamer nos 20 km avec 1500 mètres de dénivelé. Plus facile sur Google Maps qu'en vrai. Notre objectif est d'atteindre à pied le site des 25 fontaines. L'île est recouverte de sources naturelles. Ce site est un système d'irrigation construit au XVe siècle. On en est encore très loin. On avance comme des tortues avec des carapaces trop grosses pour nous dans des dédales de petites rues, puis de petits chemins sous un soleil rude et sur des pentes à 35 ou 40 degrés. Ça commence bien. Mais on rigole bien, tout est top, trop content de se surpasser avec un effort physique violent. J'avais tellement froid dans le bus, c'est agréable de suer un peu. On marche plusieurs heures au bout de notre vie même. Ce chemin sinué de terre n'en finit plus. Le sommet de la montagne est encore si loin et le jour décline. Un jeune homme en pick-up a l'amabilité de nous prendre pour un rodéo dans les cailloux à l'arrière de son carrosse. Ça vibre dans tous les sens. On avance sans effort. On devait marcher 2 à 2 ou 3 km/h. Le pick-up devient une Maserati pour une dizaine de kilomètres. Belle fin de journée. On installe notre pseudo-campement, un peu éloigné du chemin, fiers comme des coqs, avec un bout de moustiquaire et 2 duvets, du bon fromage, un morceau de jambon, du pain et une bonne bouteille de vin. What else? Le début de la nuit est parfait. On dort en pleine nature, la tête dans les nuages, au sens propre, parce que l'on est pipe dans un nuage. Le reste de la nuit fut épique. Il a plu sûrement 5 heures d'affilée, sans tente. Voilà pourquoi cette île est si verte. On adopte la méthode des pingouins pour survivre. Ils doivent faire entre 0 et 5 degrés. On est totalement trempé. À un moment, je ne ressens plus du tout mes membres. J'ai même vu des étoiles qui n'existaient pas. Mais je crois bien que je m'en fiche totalement. L'aventure commence quand les choses deviennent compliquées et j'aime ça. Au petit matin, sortir des duvets trempés n'a pas pris beaucoup de temps. On a tout fourré dans les sacs, pressé de transpirer avec quelques kilomètres de plus à grimper. On arrive donc le lendemain sur la route principale qui mène à Rabacal, le point de départ de ces fameuses 25 fontaines. Après plus d'une dizaine de kilomètres sur une route jamais plate, un panneau indiquant une auberge à 2 kilomètres est aussi splendide que ces montagnes touffues regorgeant d'eau, de vie et de brouillard. Ces 2 kilomètres, l'idée d'un café chaud, d'arrêter de porter ce sac 2 fois plus lourd avec toute l'eau contenue dans nos affaires, juste parce que je sais qu'une pause s'impose et que l'on pourra boire et manger ce que l'on veut, m'achève totalement physiquement. Physiquement, ça a peut-être été le plus dur. Il vaut mieux ne jamais savoir quand l'effort s'arrêtera. 3 thés, un café. Je reprends des couleurs. La cuisine est fermée. Je m'en fiche, je veux recommencer. C'est bon de souffrir un peu et surtout d'explorer. En plus de tout ça, nous parlons anglais. Mon mal de tête me fait oublier mon mal de pied. C'est parfait, on rigole bien tous les deux. On laisse les sacs dans ce restaurant pour faire le parcours d'une petite dizaine de kilomètres sur le site des 25 fontaines. Je vole, trop cool. Et je déchante vite. Énorme parking, armada de touristes. Et merde, c'est pas grave. Le chemin pour y arriver était tellement beau. On a croisé quelques lézards, moustiques et papillons. Je peux peut-être supporter une tonne d'humains moutonnisant leur voyage avec leurs caméras. Ce site est en réalité plutôt dangereux. Le passage est très étroit. Une file indienne de gens, ok bon, je déteste les gens, file dans un sens, et la même sur le retour, sur un chemin étroit d'une cinquantaine de centimètres tout au plus. D'un côté, le vieux système d'irrigation de l'île, de l'autre, de hautes falaises très dangereuses, totalement à pic. Il y a dû avoir plus d'un mort pendant cette construction, somme toute admirable, si elle n'était pas polluée par une bande de moutons prenant soigneusement photo les mêmes points de vue. On en a déjà marre, c'est même super chiant, marcher au rythme des gens. Le destin va rendre les choses un peu plus pimentées. Bosco tombe. Les barrières sont au-dessus de lui. Il dévale à 10 mètres. Il est si proche de la mort. Mais sa bonne étoile l'arrête sur une micro-plateforme qui mène tout droit à une chute mortelle de 300 mètres de haut.
Il va bien, il n'a rien. Normal pour le plus beau chien du monde, me direz-vous. Mais bon là, ce n'est quand même pas le rêve. C'est hyper dangereux d'aller le récupérer. On a besoin d'une corde. J'en ai une, dans mon sac, au restaurant, à 2 heures de marche. No comment. On demande à des pseudo-guides une corde, juste pour être assuré sur une dizaine de mètres. Mais les guides ici n'ont ni corde, ni téléphone satellite, ni aucun bon réflexe. Peut-être pour lever le coude au comptoir. Clairement, cette fois-ci, c'est un chien. Un enfant aurait pu être là, à attendre à pic, 10 mètres plus bas, à un quelconque sauvetage. Rien, ils n'ont rien. Sydney court sur 2 kilomètres pour trouver un professionnel digne de ce nom et revient bredouille. On apprend plus tard qu'il y a des morts tous les ans. Rassurant. Là, les touristes donnent tout ce qu'ils peuvent pour me donner des envies de meurtre. Tout le monde s'arrête pour regarder stupidement le chien qui heureusement reste calmement couché. Une nuée de nuisibles humains s'agglutine pour déblatérer 1000 fois par minute. Oh, un chien, il est tombé. Oh, le pauvre. C'est dommage, il a de jolis yeux. Les gens sont d'une bêtise, se mettant eux-mêmes en danger en créant un surpoids dans un endroit évidemment dangereux. Pas de solution. Je garde mon calme en pensant au pire à 4 heures de marche pour aller chercher la fameuse corde. Je sais qu'il y a une solution. Sinon, enlève ses chaussures pour une meilleure adhérence et il y va. Il a grandi en Australie, a 7 frères et sœurs, a parcouru de nombreux endroits, rencontré des millions de gens. Peut-être que je l'ai rencontré 3 jours avant pour qu'il sauve mon chien maintenant. Doucement, calmement, avec maîtrise, il sauve Bosco. Je n'emmène pas large, j'aurais aimé prendre ce risque. Mais les stupides humains m'en ont empêché parce que je suis une fille. Mais un homme, pas de problème. On repart aussi sec, écœuré de toutes ces réactions stupides, mais tout est bien qui finit bien. On sort de ce chemin un peu plus isolé et escarpé. Quelques plastiques et mouchoirs sales laissés loin de la vue de cette nuée de bouts de gras blancs dénués de bon sens. Et ça y est, on respire. On peut enfin à nouveau faire des efforts sains, respirer un air frais. Évidemment, on prend un rallongé spectaculaire, mais on finit par retrouver ce restaurant. En fait, c'est pas mal les gens, surtout la cuisinière qui nous amène une armada de saucisses grillées, accompagnée de sortes de frites au maïs local. 2 pintes de bière plus tard, remis de nos émotions, il faut trouver un moyen de changer d'endroit. Nous voulons aller à Porto Muniz, mais c'est à 25 km et il est 17 heures. On paye un alcoolique mais gentil local pour monter dans son cockpit avec 2 chiens féroces, ou disons plutôt maltraités, mais bien enfermés. On est content, nous voici en quelques minutes sur les hauts de cette petite ville, loin de la civilisation. On s'éloigne encore un peu pour trouver un palace sous les étoiles. De l'herbe épaisse nous attend, au-dessus d'une falaise. Cet endroit est superbe. On est tellement bien installés, sous les nuages cette fois. On a pris le temps de faire sécher toutes nos affaires au restaurant de Rabakal. Cette nuit fut parfaite. Le carton ne fait vraiment pas le figure à côté de ce matelas de verdure. Le lendemain, on marche encore 2 bonnes heures pour retrouver une salvatrice piscine naturelle d'eau de mer. On est heureux, c'est beau. On a vu des paysages fantastiques, vécu des aventures encore plus fantastiques. On attend pour le bus qui va nous ramener à Funchal. Négociation faite pour accepter Bosco qui s'écroule comme nous de fatigue. Nous voilà repartis pour 3 heures sur une côte magnifique. C'est bien le bus aussi, moins fatigant. Retour à Funchal, boat, sweet boat, une bonne douche froide pour changer et vivement de nouvelles aventures.